Colton Colt. Brennan ne demande pas deux fois. À 37 ans, il contrôle la moitié de la pègre de Chicago depuis une demeure blindée à Gold Coast. Chaque couloir est surveillé par des caméras. Chaque porte est renforcée d'acier. Son père avait bâti les fondations. Mais Colt, de ses propres mains, en a fait un empire 10 fois plus grand. Sa femme a été assassinée il y a 5 ans dans l'explosion d'une voiture piégée. Depuis, il a enfoui son chagrin dans le pouvoir, la violence et le silence. Sa fille de 12 ans, Maddie, est la pire élève de l'école privée la plus prestigieuse de la ville. Tous les tuteurs que son argent a pu acheter ont dit la même chose. Elle n'est tout simplement pas assez intelligente. Mais personne ne sait que lorsque Maddie ouvre un livre, les lettres ne tiennent pas en place. Elles se retournent, elles rampent, elles échangent leur place, et elle a passé toute sa vie à penser qu'elle était anormale. Puis une femme de 27 ans nommée Avery Sinclair se présente comme la nouvelle nounou. Pas de diplôme, pas de relation, rien qu'un sac à dos usé et un passé rempli de pertes. Et dès sa première heure dans cette maison, elle remarque quelque chose chez Maddie. Une chose que tous les médecins et tous les professeurs avaient complètement manqué. Ce qu'elle découvre ne change pas seulement la vie d'une petite fille. Cela fait exploser un secret assez puissant pour faire voler en éclats l'Empire Brennan. Si vous êtes déjà captivé, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, revenons au matin où Avery a franchi ses grilles de fer et où tout a commencé à s'effondrer. Ce matin-là, Avery Sinclair est descendue du métro à Gold Coast. Elle avait un sac à dos usé sur l'épaule et un bout de papier plié avec une adresse dans la paume de sa main. Elle a marché dans des rues ombragées par les arbres, passant devant des maisons où elle n'avait jamais osé rêver d'entrer un jour. Finalement, elle s'est arrêtée devant un portail en fer noir de près de 3 mètres de haut. Une caméra de sécurité a tourné lentement, suivant chacun de ses pas. Le portail s'est ouvert automatiquement sans que personne ne sonne. C'était comme si quelqu'un l'observait depuis qu'elle avait tourné dans cette rue. La demeure s'élevait derrière la clôture. 4 étages de pierre grise géorgienne, des fenêtres aux vitres teintées sombres. Un parking privé avec 3 VUS noirs rutilants, alignés comme s'ils attendaient des ordres. Ce n'était pas la maison d'un homme d'affaires ordinaire. C'était une forteresse. Patrick Hale attendait à la porte d'entrée, le dos droit, les mains jointes derrière lui. Il avait le visage inexpressif d'un homme qui servait la famille Brennan depuis 20 ans et qui n'avait aucune intention de faire confiance à une nouvelle venue. Il a toisé Avery de la tête aux pieds, puis a dit d'un ton sec, « Vous êtes la nouvelle nounou. Je suis Patrick, le majordome. Il y a 3 règles dans cette maison. Premièrement, ne montez jamais au 4e étage. C'est le bureau de M. Brennan. Deuxièmement, ne posez pas de questions sur son travail. Ne demandez pas qui vient, qui part. Troisièmement, n'ouvrez la porte à personne sans ma permission ou celle de Vincent. Compris? » Avery a hoché la tête. Patrick l'a conduite à travers un salon plus grand que l'appartement qu'elle louait dans le sud de la ville. Des sols en marbre, des lustres en cristal, des canapés en cuir noir, une table en chêne poli, des peintures abstraites sur les murs qui valaient probablement plus qu'une vie entière de son loyer. Tout était parfait, cher, impeccable. Mais il n'y avait pas une seule photo de famille, pas de chaussures d'enfants abandonnées près de l'escalier. Pas de musique, pas de rire, pas un seul signe qu'une fillette de 12 ans vivait là. La maison était aussi belle qu'un hôtel 5 étoiles et tout aussi froide. Patrick a montré l'escalier. La chambre de Mademoiselle Maddie est au 3e étage. Faites attention avec Maddie, elle n'aime pas les étrangers. Avery avait à peine posé le pied sur la dernière marche du 3e étage quand elle a entendu des voix au bout du couloir. Une voix d'homme, basse, jamais élevée, mais chaque mot portait le poids d'un ordre militaire. « Maddie, la voiture sera là dans 10 minutes. Descends maintenant. » Puis une voix de petite fille tremblante mais brûlante de colère. « Je n'y vais pas. Ce n'est pas un choix. »« Pourquoi faire, papa? »« Pour que je reste assise là à me sentir plus bête que tout le monde. » Un lourd silence a suivi, puis la voix de l'homme est revenue. Plus dure maintenant, plus froide. « Un Brennan n'abandonne pas. Tu vas à l'école. Tu ne comprends jamais. » La voix de Maddie s'est brisée et Avery a entendu quelque chose tomber par terre. Peut-être un livre, peut-être un cartable. La porte de la chambre s'est ouverte brusquement.
Colton Brennan est entré dans le couloir à grandes enjambées, les épaules carrées, la mâchoire serrée. Il était grand, large d'épaules, ses cheveux noirs parsemés de quelques mèches argentées aux tempes. Il portait un costume 3 pièces anthracite, comme s'il s'apprêtait à entrer dans une salle de conseil plutôt que de venir de se disputer avec sa fille. Ses yeux ont balayé Avery pendant 2 secondes. Pas plus. Le genre de regard habitué à tout évaluer en un clin d'œil et à tout classer instantanément. Menace ou pas menace? La nouvelle nounou? Oui, monsieur. Avery Sinclair. Colt Brennan. Il n'a pas tendu la main. Il n'a pas souri. Il a seulement jeté un coup d'œil à sa montre et a dit « Ne laissez pas Maddie être en retard à l'école. » Autre chose? A demandé Patrick. Puis il est descendu, chaque pas résonnant sur le marbre comme un coup de marteau. Au rez-de-chaussée, Vincent Hale, le frère cadet de Patrick, 40 ans, les épaules aussi larges qu'une porte, le visage illisible, avait déjà ouvert la portière arrière d'un Cadillac Escalade noir blindé. Colt est monté dans le véhicule sans un regard en arrière. La voiture a franchi le portail, les barreaux de fer se sont refermés derrière elle, et la demeure a sombré à nouveau dans le silence, comme si personne n'y avait jamais vécu. Avery se tenait seule dans le couloir du 3e étage. Elle fixait la porte de la chambre de Maddie, toujours légèrement entr'ouverte, écoutant le faible bruit de sanglots étouffés à l'intérieur. Elle ne savait pas encore que l'homme qui venait de la croiser avait vu sa femme mourir brûlée vive dans une voiture 5 ans plus tôt. Que depuis la nuit où Francesca Brennan avait été assassinée, il n'avait plus jamais pris sa fille dans ses bras. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il avait peur que s'il le faisait, il s'effondrerait. Et un chef de la mafia n'a pas le droit de s'effondrer. Il montrait son amour de la seule façon qu'il connaissait, par le contrôle, par les ordres, en construisant des murs plus hauts, en engageant plus de gardes du corps, en achetant plus de caméras. Mais aucun de ces murs ne pouvait contenir la solitude d'une fillette de 12 ans pleurant seule dans sa chambre. Et maintenant, Avery Sinclair se tenait devant cette porte, les poings serrés, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas que ce qu'elle allait voir de l'autre côté changerait tout. Avery a frappé doucement 2 fois, puis a attendu. Les reniflements à l'intérieur se sont arrêtés un instant. Qui est-ce? Avery, la nouvelle nounou. Je peux entrer? Le silence s'est étiré pendant quelques secondes. Puis une petite voix, rauque à force d'avoir pleuré, a répondu. D'accord. Avery a poussé la porte et est entré dans une pièce aussi grande que tout son studio du sud de la ville. Un iPad Pro était posé sur le bureau, son écran sombre. Un ordinateur portable Apple était ouvert mais inutilisé. Une bibliothèque s'étendait sur tout un mur, rempli de manuels scolaires à couverture rigide et de romans pour jeunes adultes, dont les dos semblaient encore neufs et intacts, comme si personne ne les avait jamais ouverts. Par terre, un cartable était renversé, des papiers éparpillés partout, quelques contrôles froissés, marqués d'une encre rouge criarde. Au milieu de tout ce luxe, Maddie Brennan était recroquevillée sur le lit, les genoux contre sa poitrine, les yeux gonflés et rouges, des boucles brunes en désordre lui tombant sur la moitié du visage. Elle ressemblait à un petit oiseau piégé dans une cage dorée que personne n'avait jamais pris la peine de regarder. Avery ne s'est pas approchée tout de suite. Elle s'est assise par terre à côté du lit, au niveau des yeux de Maddie, en gardant assez de distance pour que la fillette ne se sente pas envahie. « Tu ne veux pas aller à l'école aujourd'hui? » Maddie a secoué la tête, les yeux baissés. « Moi aussi, je détestais l'école. » Cela a fait lever les yeux à Maddie, surprise. Personne dans cette maison ne lui avait jamais parlé comme ça. « Vraiment? Vraiment. Mais je veux te demander quelque chose d'abord. Quand tu regardes les livres, qu'est-ce que tu vois? » Maddie s'est mordu la lèvre, hésitant comme si c'était une question à laquelle elle avait voulu répondre toute sa vie, mais que personne n'avait jamais posée. Puis elle a parlé lentement, un mot à la fois. « Je vois les lettres sauter. Elles ne tiennent pas en place. La lettre B se transforme en D. La lettre P se change en Q. Les lignes s'empilent les unes sur les autres et glissent. Je lis 36 et vois 63. J'essaie de me concentrer, mais plus j'essaie, plus elle saute vite. » Elle s'est arrêtée, la voix tendue. « Tout le monde dit que je suis paresseuse. Ma prof dit que je ne fais pas assez d'efforts. Papa dit qu'un Brennan doit être fort, mais je n'arrive pas à les voir correctement pour lire. Je ne suis pas paresseuse. Je ne vois juste pas comme tout le monde. »
Avery a senti sa gorge se serrer, pas par pitié, mais parce qu'elle entendait sa propre voix 20 ans plus tôt. Elle connaissait exactement ce sentiment. Être assise dans une salle de classe, à fixer une page pendant que les lettres dansaient comme des insectes sur le papier blanc, puis entendre un professeur l'appeler de ce ton déçu, puis rentrer à la maison avec des contrôles couverts d'encre rouge et le regard des adultes qui disaient « Cette fille n'a pas d'avenir ». Maddie, je peux te dire un secret? La fillette la regardait, curieuse, même si ses yeux étaient encore humides. Quand j'avais ton âge, je voyais les lettres sauter partout, comme ça. Je lisais aussi les chiffres à l'envers. Je confondais le B et le D aussi, et on me traitait de stupide. Pendant des années, j'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi. Les yeux de Maddie se sont écarquillés. Toi aussi, tu avais ça? Moi aussi, je l'avais. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre que je n'étais pas anormal. Je vois juste le monde d'une manière différente. Pour la première fois depuis qu'Avery était entrée dans la pièce, Maddie ne pleurait plus. Elle regardait Avery comme si elle entendait enfin quelqu'un parler la langue qu'elle avait criée toute sa vie et que personne n'avait jamais entendue. Pendant que Maddie allait se laver le visage et mettre son uniforme, Avery a ramassé les contrôles par terre. Maths, un F, anglais, un D-. Science, un F, histoire, presque entièrement vierge. Mais en se penchant pour ramasser le cartable, ses yeux ont été attirés par un carnet de croquis enfoncé profondément sous le lit, comme si quelqu'un l'avait délibérément caché au monde. Avery l'a sorti, un épais carnet de croquis noirs au coin usé. Elle l'a ouvert et a retenu son souffle. Des centaines de dessins, des portraits détaillés jusqu'aux mèches de cheveux individuelles. La ligne d'horizon de Chicago vue d'en haut. Chaque bâtiment dessiné avec la précision de chaque fenêtre. Des créations de mode aux coupes audacieuses avec de petites notes griffonnées à côté. Des personnages de bandes dessinées originaux avec des histoires complètes derrière eux. Même si l'écriture était désordonnée et difficile à lire, ce niveau de talent était bien au-delà de celui d'un enfant de 12 ans. C'était un vrai talent. « Tu aimes mes dessins? » Maddie se tenait maintenant derrière elle, déjà vêtue de son uniforme, sa voix petite et prudente, comme si elle se préparait à être jugée. « Ils sont stupéfiants, Maddie. Tu as un don dont beaucoup d'adultes ne peuvent que rêver. » Le visage de la fillette s'est illuminé une brève seconde, puis s'est éteint aussi vite. Papa dit que dessiner est une perte de temps. Mamie dit que les filles à Brennan sont censées être bonnes à l'école, pas bonnes en coloriage. Ton père a tort, et ta grand-mère a tort aussi. Les gens qui dessinent comme toi ont souvent une intelligence spatiale très élevée. Tu n'es pas stupide, Maddie. Tu es juste intelligente d'une manière que personne dans cette maison n'a voulu voir. Maddie est restée immobile, le carnet de croquis pressé contre sa poitrine, les yeux brillants de quelque chose qu'Avery a reconnu sur le champ. L'espoir, fragile et tremblant. Mais l'espoir. Tu dis de la vérité? Je suis vraiment intelligente. Tu l'es et je vais te le prouver. Mais tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Va à l'école aujourd'hui, assieds-toi en classe. Souviens-toi des parties que tu ne comprends pas et raconte-les-moi quand tu rentreras cet après-midi. Je t'enseignerai d'une manière que tu pourras comprendre. Maddie a regardé Avery pendant un long moment, comme si elle se demandait si elle devait faire confiance à un autre adulte, car tous les adultes avant elle l'avaient déçue. Puis elle a hoché la tête. « Je promets. » Avery a souri. « Allons-y avant que la voiture ne parte sans nous. » Maddie a ramassé son cartable, est sortie de la chambre et a descendu les escaliers. Patrick se tenait au rez-de-chaussée, la regardant avec une surprise qu'il a essayé de cacher mais n'a pas pu. Car pour la première fois depuis des mois, Maddie Brennan sortait de la maison avec des yeux qui n'étaient plus rouges. À 2 heures cet après-midi-là, la voiture de l'école s'est arrêtée devant le portail en fer. Maddie est sortie avec son lourd cartable sur l'épaule et l'expression qu'Avery savait déjà qu'elle aurait. Les yeux baissés, les lèvres serrées, tout son corps replié sur lui-même comme si elle voulait disparaître. Comment ça s'est passé? Maddie n'a pas répondu. Elle a seulement sorti une feuille de contrôle de son sac et l'a tendue à Avery. Maths, équation linéaire, 1-0. Pas une mauvaise note, mais un 0, rond et criard à l'encre rouge, avec une note du professeur. Maddie ne fait pas d'effort. Avery a regardé la feuille. 15 questions, toutes des lettres et des chiffres abstraits serrés sur une page blanche. Pas une seule aide visuelle, pas un seul exemple concret.
X plus 3 égale 7. 2x moins 5 égale 9. Pour un enfant ordinaire, c'était un travail simple. Pour un enfant dont le X se transformait en signe plus, dont le 3 se changeait en 8 et dont la page entière nageait devant ses yeux comme de l'eau qui ondule, c'était un cauchemar. Viens avec moi. Avery a conduit Maddie à la cuisine. C'était une grande pièce impeccable en acier inoxydable et en granit, le genre de cuisine que le chef privé de la famille utilisait, bien qu'elle soit vide maintenant car son service n'avait pas encore commencé. Avery a ouvert un placard et a sorti une vieille balance de cuisine analogique que quelqu'un avait poussée dans un coin caché. Puis elle a pris 3 pommes, 7 oranges et un petit panier de kumquat. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je t'apprends les maths. » Maddie l'a regardée comme si elle était folle. Avery a posé la balance sur l'îlot de cuisine. Imagine que cette balance est une équation. Un côté est x plus 3, l'autre côté est 7. Elle a placé 3 pommes sur le plateau de gauche. Ça, c'est 3. Sur le côté droit, c'est 7 au-dessus. Elle a mis 7 oranges sur le plateau de droite. Pour que la balance soit équilibrée, de combien de fruits le côté gauche a-t-il besoin en plus? Maddie a regardé la balance inclinée, a regardé les 3 pommes, a regardé les 7 oranges, puis ses yeux se sont illuminés. 4. Pourquoi? Parce que 4 plus 3 égale 7. Les deux côtés doivent être égaux. Exactement. Et ce 4, c'est X. Maddie a regardé la balance, puis la feuille de contrôle sur la table, puis de nouveau la balance. C'est tout? Une équation, c'est juste trouver le nombre qui la fait s'équilibrer? C'est tout. Alors pourquoi Mademoiselle Wells ne l'enseigne pas comme ça? Parce qu'elle ne sait pas que tu as besoin de le voir et de le toucher pour le comprendre. Elle enseigne avec des mots sur un tableau, mais ton esprit pense en images et en objets. Tu n'as pas tort. La méthode n'était juste pas la bonne pour toi. Pendant l'heure qui a suivi, Avery a enseigné les 5 équations du contrôle en utilisant des fruits, des cuillères, des verres d'eau, tout ce qui était à portée de main. Maddie les a toutes résolues. Pas une seule erreur. Ses yeux brillaient d'une manière que Avery en était certaine, personne dans cette maison n'avait jamais vue. Ce soir-là, dans la salle à manger avec sa longue table en bois conçue pour 12 personnes, mais occupée seulement par le père et la fille, Maddie a dit à Colt, « Papa, je comprends les équations maintenant. » Colt a levé les yeux de son téléphone. « Comment tu les comprends? » Avery m'a appris avec la balance dans la cuisine. C'est facile. Les yeux de Colt se sont assombris. Il a posé son téléphone lentement, avec le genre de lenteur que Vincent et Patrick savaient tous deux signifier que quelqu'un venait de franchir une ligne. « La nounou t'a appris les maths? »« Oui, et elle est vraiment douée pour ça, papa. » Maddie, elle est payée pour te surveiller, pas pour t'enseigner. Tu as un tuteur privé. Le tuteur ne fait que m'embrouiller davantage. Alors, nous changerons de tuteur. Je ne veux pas d'un autre tuteur. Je veux qu'Avery m'enseigne. Assez. Un seul mot. Sa voix ne s'est pas élevée d'un demi-ton, mais toute la salle à manger a semblé se refroidir de plusieurs degrés. Maddie a baissé la tête et n'a pas osé dire un mot de plus. Elle savait que lorsque son père disait « assez », personne au monde, pas même sa grand-mère, n'osait ajouter une syllabe de plus. Mais Maddie Brennan, même à 12 ans, même si elle avait peur de son père, portait toujours en elle quelque chose qui venait du sang Brennan lui-même. Une obstination qui refusait de plier. À 6 heures le lendemain matin, avant que Patrick ne soit réveillé pour inspecter la maison, avant que Vincent ne commence sa ronde, Maddie se tenait déjà devant la chambre d'Avery au 2e étage. Papa l'a interdit. Je sais, mais je veux continuer à apprendre. Avery a regardé la fillette, puis le couloir. La caméra dans le coin du plafond clignotait d'une lumière rouge. Dans une maison normale, enseigner secrètement à un enfant pouvait au pire vous faire renvoyer. Dans la maison de Colton Brennan, mentir au patron, c'était jouer avec le feu au sens le plus littéral du terme. Maddie, si ton père le découvre, je sais, mais tu es la seule personne qui me fait comprendre. Avery a pris une longue inspiration. Elle a pensé au 0 sur cette feuille de contrôle. Elle a pensé au carnet de croquis plein de talents cachés sous le lit. Elle a pensé au visage de Maddie quand elle avait résolu une équation pour la première fois et réalisé qu'elle n'était pas stupide. D'accord, mais nous devons être prudentes. Les deux ont commencé à planifier. La buanderie au sous-sol où il n'y avait pas de caméra,
car Patrick croyait que personne n'avait besoin de surveiller les machines à laver. Le jardin arrière à 3 heures de l'après-midi, quand les gardes du corps changeaient de service et que personne ne patrouillait ce coin pendant 15 minutes. Dans la voiture de l'école, 10 minutes avant d'arriver, quand le chauffeur était concentré sur la route et ne prêtait pas attention à la banquette arrière. Chaque leçon était un pari. Chaque fois qu'elles ouvraient un livre dans la buanderie ou étalaient des devoirs sur l'herbe dans le jardin, elles savaient toutes les deux que si Colt Brennan le découvrait, Avery ne perdrait pas seulement son emploi. Dans son monde, la tromperie était un péché qui n'était pas pardonné. Maddie a tendu son petit doigt. Notre secret. Avery a accroché son petit doigt autour de celui de la fillette. Notre secret. Un mois s'est écoulé en leçons volées au temps et à l'obscurité. Dans la buanderie du sous-sol, entre le bourdonnement régulier du sèche-linge et l'odeur d'adoucissant, Avery a vaporisé de la mousse à raser sur la porte vitrée du sèche-linge. Elle a dit à Maddie d'y écrire des lettres avec son doigt. Pas sur du papier, où les lettres dansaient devant ses yeux, mais avec sa main, par le toucher, sentant chaque courbe du bout des doigts. Les lettres B et D ne se confondaient plus lorsque Maddie pouvait sentir la direction de leurs courbes au lieu de seulement les voir. Dehors, dans le jardin arrière, pendant le changement de service de 15 minutes des gardes du corps, Avery a étalé une couverture sur l'herbe et a enseigné la division avec des haricots de Lima. 12 haricots répartis en 3 groupes, 4 dans chaque groupe. Et soudain, la division n'était plus un symbole abstrait sur une feuille de papier, mais quelque chose que Maddie pouvait tenir dans la paume de sa main. Dans la voiture de l'école, 10 minutes avant d'arriver chaque matin, Avery racontait des histoires d'aventure qui étaient en réalité des leçons de grammaire déguisées. Une femme capitaine traversant l'Atlantique et chaque île où elle s'arrêtait était une nouvelle règle de grammaire. Les noms étaient les grandes îles stables. Les verbes étaient le bateau se déplaçant entre elles. Les adjectifs étaient les couleurs de chaque île. Maddie se souvenait de tout, non pas parce qu'elle essayait de se souvenir, mais parce qu'elle pouvait voir l'histoire dans son esprit. Et les histoires ne dansaient pas devant ses yeux comme le faisaient les mots écrits. Dans la cuisine, après le départ du chef, elles ont mené des expériences scientifiques avec du bicarbonate de soude et du vinaigre pour apprendre les réactions chimiques. Elles ont placé du céleri dans de l'eau teintée de colorants alimentaires pour observer comment les plantes absorbaient l'eau, et elles ont chauffé de la glace en vapeur pour comprendre les 3 états de la matière. Maddie ne se contentait pas de comprendre. Elle redessinait chaque expérience dans son carnet de croquis avec une précision étonnante, prenant des notes en images plutôt qu'en mots. Chaque dessin était une leçon complète à laquelle elle pouvait revenir à tout moment, sans qu'une seule lettre ne danse sur la page. Et ce sont ces dessins qui ont fait réaliser à Avery quelque chose d'encore plus important que la dyslexie. Maddie n'était pas seulement une enfant qui avait du mal à lire et à écrire. Elle avait une intelligence spatiale et créative exceptionnelle. Sa capacité à remarquer les détails, à se souvenir par image et à penser en 3 dimensions, tout cela se situait à un niveau qu'Avery n'avait lu que dans des livres sur l'éducation spécialisée et rarement vu dans la vie réelle. Un après-midi, dans la buanderie, Avery l'a expliqué à Maddie. Sais-tu qu'il y a un psychologue nommé Howard Gardner qui a prouvé que les gens ont 8 types d'intelligence différents? L'école n'en mesure que 2, l'intelligence linguistique et logico-mathématique. Mais il y en a 6 autres que l'école ne teste jamais. L'intelligence spatiale, musicale, physique, naturaliste, interpersonnelle et intrapersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être très intelligente de manière à ce que les tests scolaires ne mesurent pas. Maddie est restée assise, les bras enroulés autour de ses genoux, les yeux baissés vers le sol froid en béton de la buanderie. Donc je pourrais être intelligente à ma façon? Pas pourrait être, Maddie. Tu es très intelligente. Personne ne l'a encore vu, c'est tout. Elle a levé les yeux, ses yeux brillants, bien que le doute y subsistât encore. Comment sais-tu tout ça? Où as-tu appris? Avery est restée silencieuse un moment. La machine à laver tournait régulièrement en arrière-plan. J'ai appris par moi-même. J'ai lu des livres, suivi des cours en ligne, étudié l'éducation spécialisée. Je prépare un diplôme d'enseignante le soir. Il ne me reste qu'un semestre pour terminer ma thèse finale. Mais pourquoi? Pourquoi t'intéresses-tu autant à ça? Avery a regardé Maddie et à ce moment-là, elle a dû décider si elle devait parler ou se taire. La fillette méritait la vérité.
Parce que j'avais un petit garçon. Maddie s'est redressé. Il s'appelait Lucas. Il est mort quand il avait 2 ans, une tumeur au cerveau. La buanderie est tombée dans un silence complet, à l'exception de la machine à laver. Maddie n'a rien dit. Elle a seulement regardé Avery avec les yeux d'une enfant de 12 ans qui savait déjà ce que signifiait perdre une mère. Lucas aussi voyait le monde différemment. Il remarquait toujours les choses que les adultes négligeaient. Après l'avoir perdu, je me suis promis que je ne laisserais aucun enfant grandir sans quelqu'un qui le comprenne. Quel âge aurait ton fils maintenant? Mon fils aurait 9 ans maintenant. Il commencerait tout juste à trouver son chemin dans le monde, un peu comme toi. Maddie n'a pas dit un mot de plus. Elle s'est levée, a traversé l'espace entre elles et a serré Avery dans ses bras. Elle n'a pas parlé. Elle s'est juste accrochée et Avery l'a serrée en retour, sentant ses petits bras se resserrer autour de sa taille, sentant son épaule devenir humide. Et elle a su que c'était la première fois que Maddie Brennan serrait quelqu'un dans ses bras depuis la mort de sa mère 5 ans plus tôt. Elles sont restées ainsi dans la buanderie du sous-sol d'un chef de la mafia, entourées par le bruit de la machine à laver et l'odeur d'adoucissant. 2 personnes qui avaient toutes deux perdu la personne qu'elles aimaient le plus, se retrouvant dans le dernier endroit où l'on aurait pu s'y attendre. À partir de ce jour, tout a changé. Pas avec bruit, mais petit à petit, comme l'eau s'infiltrant dans la pierre. Le contrôle de maths la semaine suivante, 65. La semaine d'après, 76. Le contrôle d'anglais, d'un F à un C. Les sciences, d'un D à un B-. Et le plus récent contrôle de maths, 82. Patrick a remarqué que Maddie ne pleurait plus tous les matins. Le chauffeur a remarqué qu'elle parlait plus dans la voiture. Mais personne ne savait pourquoi. Et Avery gardait ce secret plus précieusement que n'importe quel secret qu'elle ait jamais gardé dans sa vie. Parce que dans cette maison, les secrets pouvaient vous sauver. Mais ils pouvaient aussi vous tuer. L'appel est arrivé à 2 heures, un jeudi après-midi, en plein milieu d'une réunion que Colt menait avec 3 hommes qui n'osaient pas le regarder dans les yeux. Le numéro de l'Académie Ashford s'est allumé sur l'écran. Colt a fait signe à Vincent de tenir la salle, puis est sorti dans le couloir. Monsieur Brennan, c'est Catherine Wells, la professeure de maths de Maddie. Qu'y a-t-il? Maddie a progressé très rapidement au cours du dernier mois. Normalement, ce serait une bonne nouvelle, mais il y a quelque chose dont je dois discuter. Continuez. Maddie a obtenu 82 à son dernier test, mais sa façon de résoudre les problèmes de maths est très inhabituelle. Elle dessine des balances à côté de chaque équation. Elle utilise des cercles pour représenter les inconnus et résout tout visuellement au lieu d'utiliser le processus algébrique standard. Ce n'est pas une méthode que nous enseignons, et ce n'est pas une méthode d'un programme de tutorat que je connaisse. Silence. Monsieur Brennan, qui enseigne à Maddie à la maison? Je vais vérifier. Colt a mis fin à l'appel. Il a appelé le tuteur privé de Maddie et a appris que la fillette n'avait assisté à aucune leçon depuis 5 semaines. Chaque absence était justifiée par une maladie. Il n'a appelé personne d'autre. Il connaissait déjà la réponse. Ce soir-là, Colt attendait Maddie à la table de la salle à manger. Pas de téléphone, pas de documents, juste ses 2 mains jointes. Et ses yeux dont Vincent avait dit un jour qu'il donnait l'impression de regarder dans le canon d'un fusil. « Assieds-toi ». Maddie s'est assise et un seul regard sur le visage de son père lui a dit immédiatement. « Mademoiselle Wells vous a appelé. » Ce n'était pas une question. « Qui t'enseigne, Maddie? » La fillette s'est mordu la lèvre. Ses doigts tordaient le bord de sa serviette. « Promette que tu ne te fâcheras pas. » « Je ne promets rien. Qui t'enseigne? » « J'ai promis de ne pas le dire. » Maddie. Un seul mot. La voix de Colt ne s'est pas élevée, mais toute la pièce a semblé se resserrer autour d'elle. La fillette a fermé les yeux, puis les a rouverts, puis a chuchoté. « Avery. Depuis combien de temps? » « Près d'1 mois. »« Où? » »« Dans la buanderie, le jardin arrière, dans la voiture pour aller à l'école. » Chaque réponse était un coup de poignard dans l'orgueil de Colt Brennan. Non pas à cause du contenu lui-même, mais à cause de ce que cela signifiait. Quelqu'un lui avait menti à l'intérieur de sa propre maison, exploitant les angles morts de sa sécurité. Quelqu'un avait déjoué son majordome et l'avait fait pendant 1 mois entier sans qu'il le sache. Dans le monde de Colt, la tromperie des étrangers était une insulte. Mais la tromperie de l'intérieur de la maison était une trahison. Il a posé sa serviette sur la table et s'est levé. « Va te coucher. »
Papa, ne renvoie pas Avery, c'est la seule personne. Va te coucher, Maddie. La fillette a quitté la table, ses yeux commençant déjà à rougir, et Colt est resté seul dans la vaste salle à manger, la mâchoire si serrée que les tendons ressortaient dans son cou. Il a décroché le téléphone interne. Patrick a envoyé Avery Sinclair au 4e étage tout de suite. Patrick est resté silencieux pendant 2 secondes à l'autre bout du fil. Le 4e étage? En 20 ans de service, il n'avait jamais entendu Colt convoquer un membre du personnel au 4e étage. Avery est entré dans la pièce où on l'avait prévenu de ne jamais entrer. Des meubles en cuir noir, un énorme bureau en chêne, des bibliothèques sur toute la longueur de 2 murs, un meuble à whisky garni de bouteilles qui coûtaient chacune plus qu'1 an de son loyer. Sur le mur derrière le bureau était accrochée une carte surdimensionnée de Chicago, couverte de marques rouges. Avery n'a pas compris, bien que son instinct lui dise qu'elle ne devait pas demander. Vincent se tenait à côté de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, le visage taillé dans la pierre. Colt était assis derrière le bureau et ne s'est pas levé. Il a laissé Avery se tenir devant lui à 3 mètres de distance, assez près pour qu'il puisse lire chaque expression sur son visage, assez loin pour qu'elle ressente tout le poids du pouvoir qu'il détenait dans cette pièce. Vous m'avez menti. Ce n'était pas une question. Avery a dégluti, mais a gardé les yeux fixés sur les siens. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit, mais je ne regrette pas d'avoir enseigné à Maddie. J'ai été clair, je l'ai interdit. Vous l'avez fait quand même. Oui. Savez-vous qui je suis? Je sais qui vous êtes. Et vous avez quand même osé me mentir dans ma propre maison, parce que votre fille souffre et que personne dans cette maison ne l'a vue. Cela a fait marquer un temps d'arrêt à Colt, non pas parce qu'il se sentait insulté, mais parce que c'était vrai, et il savait que c'était vrai. Et cela l'a mis plus en colère qu'une insulte ne l'aurait fait. Il s'est levé, a contourné le bureau et s'est appuyé contre le bord du chêne, à moins d'1 mètre d'Avery. Maintenant, à cette distance, Avery pouvait sentir l'odeur de whisky et de cuir sur lui. Elle pouvait voir la légère cicatrice qui descendait le long du côté gauche de son cou, là où le col de son costume la cachait presque. Elle pouvait sentir que cet homme était dangereux d'une manière à laquelle aucun livre ne l'avait jamais préparé. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi, vraiment? Parce que j'étais Maddie et parce que personne n'est arrivé à temps pour mon fils. Colt l'a regardé pendant un long moment. Il s'était assis en face de tueurs sans ciller. Il avait négocié avec des trafiquants d'armes sans que sa voix ne tremble. Mais c'était la première fois qu'il se tenait devant quelqu'un qui le regardait droit dans les yeux et n'avait pas peur. Non pas parce qu'elle était imprudente, mais parce qu'elle n'avait vraiment plus rien à perdre, sauf l'enfant qu'elle essayait de protéger. Il est retourné derrière le bureau, a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier. Note de maths de 0 à 82 en 1 mois. Anglais d'un F à un C. Sciences d'un D à un moins. Il a lu chaque chiffre des pages que Vincent avait vérifié avec l'école cet après-midi-là. Comment avez-vous fait? J'ai enseigné à Maddie d'une manière qu'elle pouvait réellement assimiler. Elle n'est pas stupide, M. Brennan. Elle est dyslexique, un trouble de la lecture. Les lettres et les chiffres se déforment et s'embrouillent devant ses yeux. C'est resté caché pendant toutes ces années d'école, masqué par le traumatisme de l'accident. Dyslexie. Elle a besoin d'une évaluation complète par un psychologue scolaire. J'en suis presque certaine, mais cela nécessite une confirmation formelle. Colt s'est rassis et s'est passé une main sur le front. 12 ans, il avait dépensé des centaines de milliers de dollars en tuteur, en école privée et en spécialiste. Et personne ne lui avait jamais dit ces 3 syllabes. Que voulez-vous? Je veux continuer à enseigner à Maddie. À quelles conditions? Avery a pris une inspiration. C'était le moment où elle savait qu'elle négociait avec un chef de la mafia. Et un faux pas pourrait la faire disparaître de Chicago sans que personne ne la retrouve jamais. 3 conditions. Premièrement, je dois continuer à suivre mes cours du soir pour mon diplôme d'enseignante. Deuxièmement, Maddie doit passer une évaluation complète de la dyslexie par un spécialiste. Troisièmement, j'ai toute autorité pour développer les méthodes d'enseignement qui fonctionnent pour elle, et personne n'interfère. Vincent, debout près de la porte, a légèrement incliné la tête. En 20 ans, il n'avait jamais vu quelqu'un poser des conditions à Colt Brennan sans être expulsé de la pièce de manière que personne ne voulait imaginer. Colt a regardé Avery et quelque chose dans ses yeux a changé. Pas plus doux,
Colt Brennan ne s'adoucissait pas, mais le tranchant a laissé place à quelque chose de plus proche de la curiosité, peut-être même un respect qu'il ne voulait pas admettre. Vous êtes la première personne à négocier avec moi sans trembler. Parce que je ne négocie pas pour moi-même, Monsieur Brennan. Je négocie pour votre fille. Colt a hoché la tête une fois, lentement. À partir de demain, vous n'êtes plus la nounou. Vous êtes la tutrice officielle de Maddie, salaire triplé. Patrick vous arrangera un bureau privé et j'appellerai un spécialiste de la dyslexie cette semaine. Avery a senti ses genoux faiblir, mais elle ne l'a pas montré. Merci. Ne me remerciez pas. Prouvez-moi que je n'ai pas eu tort de vous faire confiance. Parce que si j'ai eu tort, il n'a pas terminé la phrase. Il n'en avait pas besoin. Avery a hoché la tête, puis est sortie de la pièce, passant devant Vincent, toujours immobile comme une statue. Quand la porte du 4e étage s'est refermée derrière elle, elle s'est appuyée contre le mur du couloir et fermé les yeux et, pour la première fois, a laissé ses mains trembler. La nouvelle s'est répandue plus vite que les balles. Patrick l'a dit à son barbier habituel. Le barbier l'a dit à ses clients. Et en moins d'une semaine, l'histoire de Colt Brennan promouvant la nounou au rang de tutrice en chef était devenue l'amuse-bouche vedette de chaque déjeuner au Lakeshore Country Club. Le jeudi, à une table près de la fenêtre donnant sur le terrain de golf, Rebecca Moore s'est penchée vers Diana Kent et Judith Ashford. Sa voix était assez basse pour qu'elles l'entendent toutes les trois, mais délibérément assez forte pour que la table voisine l'entende aussi. « Avez-vous entendu parler de la maison Brennan? La nounou est maintenant la tutrice officielle, salaire triplé. » Diana a posé son verre de thé glacé, les yeux écarquillés. « La nounou a-t-elle seulement des qualifications? » « Aucune. J'ai entendu dire qu'elle n'a même pas fini l'université. » Judith a secoué la tête lentement. 5 ans sans femme, et les hommes seuls prennent des décisions étranges, surtout les hommes comme Colt Brennan, le genre qui est habitué à tout contrôler, mais ne peut pas contrôler sa propre solitude. « La nounou est-elle jeune? Jolie? » a demandé Rebecca. Et la façon dont elle a posé la question montrait clairement qu'elle connaissait déjà la réponse. 27 ans. Du sud de la ville. Du sud de la ville. Diana a répété ces mots comme s'ils avaient une odeur. Pauvre petite Maddie. Mais il n'y avait aucune trace de pitié pour Maddie dans les voix de ces 3 femmes. Ce qu'elle déplorait, c'était la perturbation de l'ordre social. Le dérangement d'un monde où les domestiques restaient à la place qui leur était réservée et où personne n'osait franchir la ligne. La rumeur a dérivé vers le nord en direction de Gold Coast, a traversé 3 rues jusqu'à une demeure encore plus grande que celle de Colt. Là, Evelyn Brennan était assise dans le salon avec une tasse de thé Earl Grey et un tailleur Chanel en tweed crème qu'elle portait comme une armure. 70 ans, le dos droit comme de l'acier, les cheveux argentés coupés à la perfection, les yeux bleu-gris aussi froids que le lac Michigan en janvier. Son mari, Seamus Brennan, avait bâti les fondations de l'Empire Brennan dans les années 1980. Il était mort d'une crise cardiaque 15 ans plus tôt, lui laissant 40% de Brennan Holdings, la société immobilière qui servait de bouclier légal pour chaque dollar que la famille gagnait dans l'ombre. Evelyn ne s'était jamais taché les mains de sang, mais elle savait exactement d'où venait le sang et où il allait. Et elle protégeait la famille avec une arme encore plus tranchante qu'un pistolet. Le contrôle. Elle a décroché le téléphone et a appelé Colt. Pas de salutation, pas de politesse. Colton, explique-moi cette histoire de nounou. Elle s'appelle Avery et elle est la tutrice de Maddie. Tutrice? Quelle qualification a-t-elle? Elle obtient des résultats. Maddie n'a jamais aussi bien réussi à l'école. Tu as confié ma petite fille à une fille de la rue sans diplôme, sans pedigree, sans statut aucun. Et tu appelles ça une décision sensée? Maddie n'a jamais été aussi heureuse, mère. Un silence s'est étiré pendant 3 secondes. Puis la voix d'Evelyn est revenue, plus froide, plus lente. Le bonheur ne bâtit pas d'empire, Colton. La discipline bâtit des empires. Ton père l'avait compris. Tu le comprenais aussi, jusqu'à ce que cette fille apparaisse. Tu ne sais rien d'elle. J'en sais assez. Je sais qu'elle n'a pas de diplôme universitaire. Je sais qu'elle vient des bas-fonds. Et je sais que la famille Brennan ne laisse jamais les étrangers s'approcher à ce point. Maddie est ma fille. C'est moi qui décide. Et 40% de Brennan Holdings m'appartiennent. L'héritage de ton père m'a été confié pour que je le protège.
Colt comprit immédiatement 40% des actions légales. Si Evelyn retirait son capital, l'entreprise devrait se restructurer. La restructuration signifiait des audits. Les audits signifiaient que le FBI commencerait à poser le genre de questions auxquelles personne dans la famille Brennan ne voulait répondre. La loi RICO, la saisie d'actifs, les poursuites fédérales. Evelyn n'avait pas besoin de dire tout cela à voix haute. Elle n'avait qu'à laisser le silence parler pour elle. Tu me menaces? Je protège la famille. La question est, qui protèges-tu, Colton? La famille ou une fille que tu connais depuis moins de 2 mois? Colt mit fin à l'appel sans répondre. Il était assis à l'arrière de l'escalade pendant que Vincent conduisait, les rues de Chicago défilant derrière les vitres teintées, et il a pensé qu'il avait affronté de nombreux ennemis dans sa vie, mais jamais sa propre mère de cette manière. Mais Evelyn n'était pas le seul danger à se réveiller. Dans le sud de la ville, à l'intérieur d'un restaurant italien sur Halsted Street, dont la façade semblait ordinaire mais dont l'arrière-salle contenait assez d'armes pour équiper un peloton, Bennett Cross était assis, examinant les photos de surveillance que ces hommes venaient de lui livrer. Avery quittant la demeure Brennan. Avery allant chercher Maddie à la grille de l'école. Avery assise dans le jardin arrière avec la fillette. Les deux riant, leur tête penchée sur un livre. Bennett Cross, 38 ans, le chef de la mafia du Sud, l'homme que Colt Brennan avait chassé de 3 districts au cours des 2 dernières années. L'homme qui avait perdu des millions à cause de Colt a regardé les photographies et a souri. C'était un sourire lent et satisfait, le genre de sourire d'un homme qui venait de trouver la fissure dans un mur qu'il essayait de briser depuis 5 ans. Trouver tout sur cette fille, nom, âge, passé, faiblesse, tout. Il a posé la photographie d'Avery souriante, puis a pris une gorgée de vin. Colt Brennan a enfin une faiblesse. À l'extérieur du restaurant, une berline noire était garée à 3 pâtés de maison de la demeure Brennan. Moteur éteint, feu éteint, avec 2 hommes à l'intérieur enregistrant patiemment chaque mouvement autour de la maison. Pendant ce temps, Colt, Avery et Maddie n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés. Evelyn n'a pas attendu longtemps. Tôt le vendredi matin, elle a appelé Richard Ashford, le directeur de l'Académie Ashford. C'était un homme que la famille Brennan avait financé 10 ans plus tôt lors de la construction de l'aile est de la bibliothèque et il ne l'avait jamais oublié. Richard, c'est Evelyn Brennan, la grand-mère de Maddie. Madame Brennan, comment puis-je vous aider? Je suis très préoccupé par les progrès scolaires de ma petite fille. Ses notes ont augmenté de façon spectaculaire en très peu de temps. Cela devrait être une bonne nouvelle, madame. Une bonne nouvelle si c'est réel. Mais Richard, mon fils a engagé quelqu'un sans aucune qualification pour enseigner à ma petite fille. Pas de diplôme universitaire, pas de certificat d'enseignement, rien du tout. Une ancienne nounou. Des notes qui augmentent si rapidement dans de telles circonstances. Cela ne vous semble-t-il pas inhabituel? Richard Ashford est resté silencieux. Il a pensé à l'aile de la bibliothèque portant le nom Brennan. Il a pensé au don annuel. Il a pensé au poids du nom d'Evelyn Brennan au conseil des parents. Croyez-vous que quelqu'un pourrait faire son travail à sa place? Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Je veux que vous le vérifiez. Je comprends. Je m'en occupe. Cet après-midi-là, Colt a reçu un appel de l'école. Monsieur Brennan, je dois vous rencontrer concernant une affaire sérieuse impliquant Maddie. Colt est arrivé à l'école dans l'heure. Richard Ashford était assis derrière un bureau en merisier, les mains jointes, avec le visage d'un homme essayant de rester neutre entre 2 forces qu'il n'avait aucune envie d'offenser. Monsieur Brennan, nous avons reçu des préoccupations concernant l'amélioration inhabituelle de Maddie. Pour garantir l'équité, le conseil académique a décidé d'exiger que Maddie passe une évaluation spéciale dans 6 matières lundi prochain: maths, anglais, sciences, géographie, histoire et art. Que signifie évaluation spéciale? Cela signifie que Maddie passera des examens séparés sous la supervision directe du corps enseignant. Si les résultats montrent qu'elle maîtrise vraiment la matière, il n'y aura aucun problème. Mais sinon quoi? Suspension pour malhonnêteté académique. Dans un cas grave, expulsion. Colt a regardé Richard Ashford avec le genre de regard qui, dans n'importe quelle autre pièce, aurait fait détourner les yeux de l'autre homme. Mais c'était une école, pas son territoire. Et il savait qu'utiliser la force ici ne ferait qu'empirer les choses. Qui a déposé la plainte? Je ne peux pas le divulguer, Monsieur Brennan.
Il n'avait pas besoin que l'homme le divulgue. Il le savait déjà. En rentrant chez lui, Colt a convoqué Avery au bureau du 4e étage pour la 2e fois. Cette fois, Vincent n'était pas à la porte. Il n'y avait qu'eux deux. L'école va tester Maddie lundi. 6 matières. Si elle échoue, elle sera expulsée. Avery a pâli mais a gardé sa voix stable. Qui est derrière ça? Ma mère. Un court silence, puis Avery a dit, Maddie réussira. En êtes-vous sûr? Je suis sûr de ce que je lui ai appris. Je ne suis pas sûr de ce que la pression fera à une enfant de 12 ans quand elle sait que le monde entier attend qu'elle échoue. Ce week-end-là, Avery a enseigné à Maddie du matin au soir, non pas en lui bourrant le crâne de connaissances, car Maddie avait déjà les connaissances, mais en construisant quelque chose de plus important. La confiance que 12 ans à se faire traiter de stupide avait brisée. Maddie, écoute-moi. Lundi, tu entreras seul dans cette salle d'examen. Sans moi, sans balance, sans haricots de lima, juste toi et la feuille de test. Avery, j'ai peur. Tu as le droit d'avoir peur, mais souviens-toi de ceci. Quoi qu'il arrive, cela ne te définit pas. Tu m'as prouvé que tu es intelligente chaque jour depuis 2 mois. Un seul test ne peut pas t'enlever ça. Maddie s'est mordu la lèvre. Avery, si j'échoue, est-ce que papa te renverra? Avery voulait dire non. Elle voulait promettre avec certitude comme elle l'avait fait auparavant. Mais elle a regardé dans les yeux de la fillette et a su que Maddie était trop grande maintenant pour croire aux promesses vides. Non, je ne vais nulle part. Elle l'a dit et s'est efforcée de ne pas laisser sa voix trembler, car la vérité était qu'elle n'en savait rien. Dans la maison de Colt Brennan, personne ne pouvait garantir le lendemain. Dimanche soir, Colt est passé devant le bureau temporaire que Patrick avait arrangé pour Avery au 2e étage. La porte était légèrement ouverte. Il s'est arrêté et a regardé à l'intérieur. Avery était assise à côté de Maddie par terre, au milieu de piles de livres et de papiers, et elles riaient toutes les deux de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait entendre. Maddie a posé sa tête contre l'épaule d'Avery, naturellement, facilement, comme un enfant s'appuie contre sa mère. Et à ce moment-là, Colt Brennan a ressenti quelque chose auquel il ne s'était pas préparé. De la jalousie. Pas de la jalousie au sens ordinaire, mais de la jalousie envers Avery. Parce qu'elle pouvait faire ce que lui, l'homme qui contrôlait la moitié de Chicago, ne pouvait pas faire. Faire en sorte que sa fille ait une confiance totale, s'ouvre complètement et s'appuie sur quelqu'un sans crainte. Il est resté là quelques secondes de plus, puis s'est éloigné sans que l'une ou l'autre ne le sache. Lundi matin, 7 heures. Maddie se tenait à la porte d'entrée dans son uniforme, son cartable sur l'épaule, le visage tendu, mais sans pleurer. Avery se tenait à sa droite, une main posée sur l'épaule de Maddie, lui donnant une légère pression. Colt se tenait à sa gauche, les mains dans les poches, le dos droit, le visage illisible. Mais il était là, et le fait qu'il soit là le matin, au lieu d'être déjà dans la voiture en route pour le travail à 6 heures, était quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. « Tout ira bien », a dit Avery. « Tu es plus forte que tu ne le penses », a dit Colt. Maddie les a regardés tous les deux, puis est montée dans la voiture. Vincent a ouvert la porte, et avant que la voiture ne s'éloigne, Maddie s'est retournée pour regarder par la vitre arrière. Elle a vu Avery et Colt toujours debout à la porte, côte à côte, la regardant partir. Cette image, 2 adultes se tenant ensemble pour l'envoyer à l'école, était quelque chose que cette froide demeure n'avait pas connu une seule fois depuis la mort de sa mère. Et même si son estomac était noué par la peur, Maddie a souri. Maddie était assise seule dans la salle d'examen, face à un surveillant et à 6 livrettes de tests soigneusement empilées sur le bureau. La porte s'est refermée derrière elle. Pas d'Avery, pas de balance, pas de haricots de lima, pas de mousse à raser sur une vitre. Juste la fillette, un crayon et les pages blanches où les mots commenceraient à danser dès qu'elle les regarderait. Les maths sont venus en premier. Maddie a ouvert le test et a vu 15 équations alignées sur le papier. Les chiffres et les lettres tremblaient déjà de la manière familière. Elle a fermé les yeux, a pris une inspiration, puis a fait ce qu'Avery lui avait appris. Ne regarde pas les lettres, regarde le sens. Elle a dessiné une minuscule balance à côté de chaque équation et transformé le X en une pomme d'un côté de la balance, a transformé le signe égal en point d'équilibre. Pour la géométrie, elle a redessiné les formes comme elle les voyait dans sa tête, les faisant tourner en 3 dimensions, les ombrant, ajoutant des notes avec des flèches au lieu de phrases.
Les fractions sont devenues des parts de pizza, du genre qu'elle et Avery avaient coupé dans la cuisine. Chaque problème de maths est devenu une petite histoire, et Maddie a raconté chacune de ces histoires sur papier. Puis est venu l'anglais. La section de lecture était encore difficile car les mots bougeaient toujours. Mais Maddie a utilisé son index pour suivre chaque ligne lentement et patiemment, comme Avery le lui avait appris dans la voiture chaque matin. En grammaire, elle a vu les îles de la femme capitaine dans son esprit. Les noms étaient les grandes îles, les verbes étaient le bateau, les adjectifs étaient des couleurs. Puis est venue la section de la rédaction. Le sujet disait « Écrivez sur la personne la plus courageuse que vous connaissez ». Maddie l'a regardé et pour la première fois de la journée, elle n'a eu besoin d'aucune technique. Elle n'avait besoin que de la vérité. Son crayon a glissé sur la page. L'écriture était encore tordue ici et là. Elle transformait encore certains B en D. Mais l'histoire elle-même est supposée claire et vraie dans chaque ligne. La personne la plus courageuse que je te connaisse ne porte pas de cap. Elle porte de vieux t-shirts et un sac à dos usé. Elle s'appelle Avery. Elle était ma nounou, puis ma professeure, puis la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Elle m'a appris qu'être intelligent ne signifie pas connaître toutes les réponses. Cela signifie ne pas abandonner quand on ne les connaît pas. Elle a perdu son fils unique, mais elle n'a pas laissé la douleur la transformer en une personne amère. Elle a transformé la douleur en amour pour moi. Les vrais héros ne volent pas. Ils n'arrêtent juste pas de croire aux autres. En science, Maddie a redessiné chaque expérience en images détaillées, utilisant des flèches et des diagrammes au lieu de longs paragraphes. En géographie, elle a transformé la carte en une histoire de voyage. Chaque rivière un personnage, chaque chaîne de montagne un défi. En histoire, elle a utilisé la structure du héros qu'Avery lui avait enseigné. Personnage, défi, résolution. Chaque événement historique est devenu une aventure qu'elle a racontée de sa propre voix. 6 matières, 8 heures. Maddie est sortie de la salle d'examen avec les yeux fatigués, mais le dos droit. Puis sont venus 3 jours d'attente. 3 jours pendant lesquels Avery a à peine dormi, allongé dans sa chambre au 2e étage, fixant le plafond et imaginant tous les pires scénarios. 3 jours pendant lesquels Colt a demandé à Patrick, chaque matin, « L'école a-t-elle appelé? » Puis est allé travailler avec la mâchoire plus serrée que d'habitude. 3 jours pendant lesquels Maddie a demandé toutes les heures, « Avons-nous les résultats? » Puis est retourné dessiner dans son carnet de croquis juste pour occuper ses mains et empêcher son esprit de tourner en rond. Jeudi après-midi, le téléphone de Colt a vibré. Richard Ashford. « Monsieur Brennan, les résultats sont là. Je dois vous demander de venir à l'école et, si possible, d'amener Mademoiselle Sinclair. » Colt a regardé Avery. Avery l'a regardé en retour. Aucun d'eux n'a dit un mot. Ils sont juste montés dans la voiture. Dans le bureau du directeur, 6 livrettes de tests étaient soigneusement disposées sur le bureau en merisier, tous notés maintenant, chacun marqué d'une note manuscrite dans le coin supérieur droit. Richard Ashford était assis derrière le bureau et cette fois, son visage n'avait rien à voir avec celui de leur dernière rencontre. La prudence politique avait disparu. Il ressemblait à un homme qui venait d'assister à quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 20 ans de travail. « Monsieur Brennan, Mademoiselle Sinclair, je vais aller droit au résultat. Maths, 92. Anglais, 88. Science, 91. Géographie, 85. Histoire, 90. Art, 97. Avery a levé une main pour couvrir sa bouche. Les larmes y ont coulé avant qu'elle ne puisse les arrêter. Mais le plus impressionnant, ce ne sont pas les notes. Ashford a ouvert l'examen de maths de Maddie et a montré les minuscules balances qu'elle avait dessinées à côté des équations. Elle ne les a pas seulement résolues correctement. Elle a présenté son raisonnement visuellement avec un niveau de créativité bien au-delà de la 7e année. En sciences, elle a dessiné des schémas expérimentaux plus détaillés que le manuel lui-même. Puis il a ouvert la rédaction d'anglais. Il a lu la dernière ligne à voix haute. Les vrais héros ne volent pas. Ils n'arrêtent juste pas de croire aux autres. Il a posé le papier. En 20 ans en tant que directeur, je n'ai jamais été témoin d'une telle transformation chez un élève. Et je dois à Mademoiselle Sinclair de profondes excuses pour avoir douté d'elle. Il s'est tourné vers Avery. Mademoiselle Sinclair, la méthode d'enseignement que vous avez développée pour Maddie est exactement le genre de choses dont cette école
Et franchement, la plupart des écoles privées de cette ville ont désespérément besoin. J'aimerais vous inviter à servir de consultante et une méthode d'enseignement pour l'Académie Ashford, pour aider à construire un programme de soutien pour les élèves dyslexiques et les élèves ayant des styles d'apprentissage différents. Avery l'a regardé, les larmes coulant toujours, la voix tremblante. Monsieur Ashford, je n'ai pas encore de diplôme universitaire. Vous avez quelque chose qu'un diplôme universitaire ne peut pas enseigner. Vous avez des résultats. Colt était resté silencieux tout ce temps. Il n'avait pas dit un seul mot. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fixés droit devant, et quiconque regardait attentivement aurait vu que le pourtour de ses yeux était rouge, le genre de rouge que Colt Brennan ne permettait jamais à personne de voir et qu'il ne pouvait pas arrêter à ce moment-là, même s'il essayait. Sur le chemin du retour, ils sont restés assis en silence. Puis Colt a dit, sa voix basse et plus rauque que d'habitude. « Merci. » Un seul mot, mais de la part de Colt Brennan. Ce mot portait plus de poids qu'un millier de discours. Quand ils sont rentrés, Maddie attendait déjà à la porte, le visage tendu de nervosité, les deux poings serrés. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Avery a souri. Et au moment où Maddie a vu ce sourire, elle a compris. La fillette a crié et s'est jetée dans les bras d'Avery, la serrant fort. « J'ai vraiment réussi. J'ai vraiment réussi. »« Tu as brillamment réussi. » Les cimetières. « Avery, tu es une vraie professeure maintenant. Le directeur t'a demandé de travailler à l'école. » Avery l'a tenu, le menton posé sur le dessus de cette tête bouclée, et a dit doucement, « J'ai toujours été une professeure, Maddie. J'avais juste besoin que quelqu'un me donne une chance. » Derrière eux, Colt se tenait appuyé contre le cadre de la porte, les mains dans les poches, les regardant toutes les deux. Il n'est pas entré dans l'étreinte, il ne savait pas encore comment. Mais il est resté là. Et pour la première fois en 5 ans, les yeux froids d'un chef de la mafia regardaient quelque chose qu'il avait cru mort avec Francesca. L'espoir. La nouvelle que l'Académie Ashford avait invité Avery à devenir consultante en enseignement est parvenue à Evelyn Brennan avant même que Colt n'ait eu la chance d'appeler sa mère. Rebecca Moore l'a appris de Judith Ashford. La femme d'un membre du conseil d'administration de l'école, puis a appelé Evelyn sur le champ. Sa voix portait ce mélange d'indignation et de délice qui vient quand on a enfin quelque chose d'assez gros pour rendre le thé du vendredi après-midi moins ennuyeux. Evelyn, la nounou de ton fils, a maintenant été invitée par l'école à être consultante. Une consultante en enseignement. Une femme sans diplôme universitaire. Evelyn a mis fin à l'appel après 45 secondes sans dire au revoir. Elle est restée assise, immobile, dans le salon pendant 5 minutes, son thé refroidissant sur la table, ses yeux bleu-gris fixés sur la fenêtre, sans rien voir d'autre que l'insulte. Elle avait laissé son fils prendre ses propres décisions pendant trop longtemps. Elle avait été patiente quand il avait promu la nounou au rang de tutrice. Elle l'avait prévenu quand il avait refusé d'écouter. Elle avait utilisé l'école pour tester la fille, et ce plan avait échoué. Maintenant, la fille de la rue n'était pas seulement à l'intérieur de la maison. Elle était sur le point d'entrer aussi à l'école. Assez. Cet après-midi-là, Evelyn a rencontré Nina Torres dans un café sur Michigan Avenue. Le genre d'endroit où un simple expresso coûtait aussi cher qu'un dîner dans le sud de la ville. Nina avait 35 ans, les cheveux noirs tordus en un chignon soigné, vêtue d'un blazer gris. Une ancienne policière de Chicago devenue détective privée parce que l'argent était meilleur et que sa conscience était moins sollicitée. J'ai besoin que vous trouviez tout sur une femme nommée Avery Sinclair. 27 ans, vit dans le sud de la ville, travaille actuellement dans la maison de mon fils. Que cherchez-vous exactement? Tout ce qu'elle cache. Tout le monde a un passé, mademoiselle Torres. J'ai besoin que vous déterriez le sien. Il a fallu 3 semaines à Nina. Elle est allée dans le sud de la ville et frappé à la porte de l'ancien appartement d'Avery et parlé aux voisins et retrouvé d'anciens propriétaires, a retracé les dossiers scolaires, les dossiers hospitaliers, les dossiers judiciaires. Et elle a trouvé des choses. Le premier élément, Avery Sinclair est tombée enceinte à 17 ans. Le père du bébé était Gary Whitmore, 42 ans à l'époque, le gérant de l'épicerie où Avery travaillait après l'école. Un homme marié avec 2 enfants. Nina a écrit dans son rapport. Le sujet a eu une relation avec un homme marié. Elle n'a pas écrit qu'Avery n'avait que 17 ans
et que Gary Whitmore avait 25 ans de plus qu'elle. Elle n'a pas écrit que selon la loi de l'Illinois, une fille de 17 ans avec un homme marié de 42 ans n'était pas vraiment une relation, mais quelque chose de beaucoup plus proche de l'exploitation sexuelle d'un mineur. Le deuxième élément, le fils d'Avery, Lucas Sinclair, est mort à l'âge de 2 ans d'une tumeur maligne au cerveau. Nina a trouvé une ancienne voisine, Doris Flynn, 72 ans, qui vivait dans l'appartement d'en face. Cette fille, Avery, la pauvre, mais je me souviens d'une fois où ce petit garçon était vraiment malade, une forte fièvre, il a pleuré toute la nuit, et elle ne l'a emmené à l'hôpital que le lendemain. Je ne sais pas pourquoi elle a attendu si longtemps. Nina a écrit dans son rapport. Plusieurs sources ont confirmé que le sujet a retardé l'emmener son enfant aux urgences, indiquant des signes de négligence dans les soins aux enfants. Elle n'a pas écrit qu'Avery n'avait pas d'assurance maladie, pas de voiture, et que ce retard signifiait qu'elle avait dû attendre le matin pour marcher 6 kilomètres jusqu'à l'hôpital d'urgence le plus proche parce qu'elle n'avait pas d'argent pour une ambulance. Le troisième élément, Avery avait été renvoyé de 2 familles avant de venir travailler pour les Brennan. La première, les Morrison à Lincoln Park. Nina a appelé et Mme Morrison a dit sèchement « Nous ne voulons pas parler d'elle. Pas de référence. » La seconde, la famille Chambers à Wicker Park. Mme Chambers a dit « Elle a des problèmes de limite. Je ne veux rien dire de plus. » Nina a écrit dans le rapport « Renvoyée de 2 foyers pour conduite inappropriée. Les 2 familles ont refusé de fournir des références, ce qui indique la gravité de la situation. » Elle n'a pas écrit que dans la maison des Morrison, Robert Morrison avait peloté Avery dans la cuisine à minuit et qu'Avery l'avait giflé, puis avait été renvoyé le lendemain matin. Elle n'a pas écrit que dans la maison des Chambers. Madame Chambers était irrationnellement jalouse parce que son mari avait félicité Avery pour avoir si bien pris soin des enfants et qu'Avery avait été renvoyé sans explication. Evelyn a reçu le dossier le mardi matin. Elle l'a lu dans le salon, une page à la fois, et chaque page lui plaisait plus que la précédente. Cet après-midi-là, elle s'est rendue à la demeure de Colt sans prévenir. Elle portait une épaisse enveloppe brune remplie de rapports, de photographies et de la déclaration de Doris Flynn. Elle a posé l'enveloppe sur le bureau du 4e étage. Lisa Owen, Colt l'a ouverte, page après page. Des photographies d'Avery à 17 ans, enceinte, debout devant un appartement délabré du sud de la ville. Le dossier de Gary Whitmore, un homme marié, le certificat de décès de Lucas, la déclaration sur le retard des soins médicaux, l'historique d'emploi estampillé 2 fois en rouge. Renvoyé, pas de référence. Elle est tombée enceinte d'un homme marié à 17 ans. Elle a laissé son enfant mourir par négligence. Elle a été renvoyée de 2 maisons pour comportement inapproprié. Et tu as confié ma petite fille à cette personne, Colton. Colt a fini de lire et a posé le dossier sur le bureau. Il ne s'est pas emporté contre sa mère. Il n'a pas défendu Avery. Il est juste resté assis là, en silence. Et c'était la chose la plus effrayante de toutes. Parce que Colt Brennan n'était pas ébranlé par le fait de croire ou non sa mère. Il était ébranlé parce que l'instinct de mafieux en lui détestait une chose par-dessus tout, les informations dissimulées. Avery ne lui avait jamais parlé de Gary Whitmore, ne lui avait jamais dit qu'elle avait été renvoyée, ne lui avait jamais entièrement parlé de la mort de Lucas. Et dans le monde de Colt, les informations cachées étaient des informations dangereuses. Que veux-tu? Je veux que tu ouvres les yeux. Evelyn s'est levée, a lissé le devant de sa veste Chanel, puis a quitté la pièce avec la confiance d'une femme qui savait qu'elle venait de planter le couteau exactement là où il le fallait. Et pendant que Colt restait seul à fixer le dossier sur le bureau, Evelyn était déjà passée à la phase 2. Cet après-midi-là, elle a appelé Rebecca Moore, Diana Kent et Judith Ashford. Ce soir-là, les 3 femmes en ont appelé 10 autres. Le lendemain matin, l'histoire s'était répandue dans toute Gold Coast, Lincoln Park et tout le conseil des parents de l'Académie Ashford. La nounou des Brennan a eu un enfant avec un homme marié, a laissé cet enfant mourir par négligence, a été renvoyée de 2 maisons pour comportement dépravé, et maintenant l'école la veut comme consultante. Chaque fois que l'histoire était racontée, elle devenait un peu plus sale, un peu plus venimeuse et un peu plus éloignée de la vérité. Et Avery, assise dans son bureau au 2e étage, préparant les leçons pour Maddie,
n'avait aucune idée que le passé qu'elle pensait avoir profondément enterré venait d'être déterré, tordu et jeté au vent pour que toute la ville le sente. L'appel est arrivé le mercredi matin, et la voix de Richard Ashford n'avait aucune de la chaleur de la réunion de la semaine précédente. Elle était tendue, crispée. Mademoiselle Sinclair, je dois vous voir dans mon bureau aujourd'hui, dès que possible, seul. Avery est arrivé à l'école à 10 heures. Ashford était assis derrière son bureau. Il n'a pas offert de café, n'a pas serré sa main, n'a pas souri. Devant lui se trouvait une enveloppe brune. Avery l'a reconnue instantanément, car elle ressemblait exactement à celle qu'Evelyn avait posée sur le bureau de Cole. Mademoiselle Sinclair, j'ai reçu des informations très sérieuses sur votre passé. Je dois vous demander directement. Alors demandez. Votre fils, Lucas Sinclair, est mort à l'âge de 2 ans. Est-ce exact? Oui. Est-il vrai que vous avez tardé à l'emmener aux urgences lorsqu'il est tombé gravement malade? Avery a eu l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing en plein dans la poitrine. Non pas à cause de la question elle-même, mais à cause de la façon dont elle était posée. Calme, poli, professionnel. Comme s'il posait une question sur un chiffre dans un tableur, au lieu de l'enfant qu'elle avait tenu dans ses bras pendant qu'il rendait son dernier souffle. Votre fils est-il mort à cause de votre négligence? Avery a tremblé. Tout son corps a tremblé, du bout de ses doigts à ses épaules. Le genre de tremblement qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais elle n'a pas baissé la tête. Elle a regardé droit dans les yeux de Richard Ashford et a parlé d'une voix basse et mesurée, chaque mot tiré du plus profond de sa poitrine, l'endroit qu'elle avait gardé fermé à clé pendant 8 ans. Lucas avait un cancer du cerveau de stade 4. Il a été diagnostiqué à l'âge de 14 mois. Les médecins ont dit que ses chances de survie étaient inférieures à 10%. J'avais 20 ans, célibataire, sans famille, sans assurance maladie, travaillant 2 services par jour. Le matin, je nettoyais des chambres d'hôtel. Le soir, je faisais la vaisselle dans un restaurant. Quand j'ai eu le diagnostic, j'ai vendu tout ce que je possédais. Le lit, la commode, la salle, les chaises, même le seul ventilateur de la pièce. J'ai dormi par terre à l'hôpital du comté de Cook pendant 8 mois de chimiothérapie, à côté du lit de mon fils, sur une couverture qu'une infirmière m'avait prêtée parce que je n'en avais pas. Je n'ai pas dîné pendant 6 mois pour économiser de l'argent pour lui acheter des médicaments antinauséeux parce que l'aide médicale ne les couvrait pas. Je pesais 43 kilos quand mon fils est mort. Ashford est resté immobile. La dernière nuit, Lucas a eu une forte fièvre. J'ai appelé le 911. Ils ont dit que l'ambulance arriverait dans 45 minutes. 45 minutes, Monsieur Ashford, parce que le sud de la ville n'est pas Gold Coast. Je ne pouvais pas attendre. J'ai pris mon fils et j'ai marché 6 kilomètres dans la nuit, à 2 heures du matin, en plein mois de janvier, par un froid glacial, jusqu'aux urgences de l'hôpital Stroger. Mon fils brûlait dans mes bras et mes mains étaient engourdies par le froid parce que je n'avais pas de gants. Quand je suis arrivé, ils ont dit que j'étais arrivé trop tard. Trop tard. La voix d'Avery s'est brisée sur les derniers mots, mais elle s'est reprise, a ravalé ses larmes et a continué. Ils appellent ça un retard. J'appelle ça la pauvreté. J'appelle ça ne pas avoir d'assurance dans un pays où une ambulance met 45 minutes pour atteindre les quartiers pauvres. J'appelle ça une mère de 20 ans qui fait tout ce qu'elle peut et ce n'est toujours pas assez. Mais ce n'était pas parce que je n'ai pas essayé. Un silence s'est étiré dans le bureau. Ashford a regardé Avery et il a vu quelque chose qu'aucun dossier ne pourrait jamais capturer. Les yeux d'une personne qui avait traversé l'enfer et n'en avait rien rapporté d'autre que la vérité. Mademoiselle Sinclair, qui vous a envoyé ce dossier? Je ne peux pas divulguer ma source. Vous n'avez pas besoin de la divulguer. Je sais déjà. Avery s'est levé. Monsieur Ashford, si vous ne me faites plus confiance, je partirai. Je ne reste nulle part où l'on m'oblige à défendre la mort de mon fils. Ashford a levé une main, lui faisant signe de se rasseoir. Vous n'avez pas besoin de vous défendre et vous n'avez pas besoin de partir. Je suis désolé de vous avoir posé ces questions. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Colt était assis à l'arrière de son Escalade, relisant le dossier qu'Evelyn avait laissé sur son bureau. Et il ne le lisait pas avec les yeux d'un fils. Il le lisait avec les yeux d'un chef de la mafia. Un chef de la mafia ne croyait pas aux émotions. Il croyait aux données. Et les données de ce dossier sentaient mauvais. Vincent, patron,
Réenquête sur tout. N'utilise pas les gens de ma mère. Utilise les nôtres. Je veux la vérité, pas la version de quelqu'un d'autre. Il a fallu 4 jours à Vincent. Il est allé dans le sud de la ville. Il a frappé aux mêmes portes que Nina Torres, mais a posé des questions différentes. Il a trouvé Doris Flynn et a demandé « Savez-vous pourquoi Avery n'a pas emmené son fils à l'hôpital immédiatement cette nuit-là » Doris Flynn, lorsqu'on lui a posé la bonne question, a donné une réponse entièrement différente. Parce que la pauvre fille n'avait pas d'argent pour une ambulance, pas de voiture et personne pour l'aider. Elle a porté ce petit garçon jusqu'à l'hôpital à travers la nuit d'hiver. Je me sentais terriblement mal, mais je ne pouvais rien faire. Vincent a appelé la famille Morrison à Lincoln Park. Monsieur Morrison n'a pas répondu. Madame Morrison, si. Et quand Vincent lui a dit qu'il représentait Colt Brennan et qu'il avait besoin de la vérité, elle laisse rester silencieuse un long moment avant de dire « Mon mari l'a ploté. Elle s'est défendue. Nous l'avons renvoyée pour étouffer l'affaire. Je n'en suis pas fier. » La famille Chambers a raconté une histoire similaire. Madame Chambers avait été jalouse parce que son mari avait félicité Avery, et Avery avait été renvoyée bien qu'elle n'ait rien fait de mal. Vincent a appelé Colt à 9 heures ce soir-là. Patron, le dossier de Nina Torres a été systématiquement déformé. Chaque fait a été retourné à 180 degrés. La fille n'est en faute dans rien de tout ça. Colt a mis fin à l'appel et est resté assis en silence pendant 30 secondes, puis s'est rendu chez sa mère. Il n'a pas appelé à l'avance. Il n'a pas frappé. Il est entré dans le salon où Evelyn était assise avec un livre, a jeté le dossier de Nina Torres sur la table basse et les pages se sont éparpillées sur le verre. Tu as engagé quelqu'un pour fabriquer des saletés et ruiner une fille innocente. Evelyn a posé son livre, calme comme toujours. J'ai protégé la famille. Tu as tordu la vérité. Cette fille a été exploitée à 17 ans par un prédateur de 42 ans. Elle a perdu son fils à cause de la pauvreté, pas de la négligence. Elle a été renvoyée parce que son employeur l'a plottée, pas parce qu'elle était immorale. Et tu le savais, parce que Nina Torres a creusé assez profondément pour trouver la vérité avant de choisir de la tordre en quelque chose d'utile pour toi. Evelyn n'a pas scié. Quelle que soit la vérité, elle n'a toujours pas sa place dans cette famille. Colt s'est penché, les deux mains appuyées sur la table, son visage à moins de 30 centimètres de celui de sa mère, et a parlé d'une voix qu'Evelyn Brennan ne l'avait jamais entendue utiliser avec elle auparavant. Une voix qu'elle ne l'avait entendue utiliser qu'avec des ennemis. Écoute-moi attentivement. Si tu touches à Avery Sinclair une fois de plus, de quelque manière que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, je te couperai de tout, l'argent, le pouvoir, le nom. Tu ne seras plus une Brennan. Tu ne seras personne. Evelyn a pâli. Non pas à cause de la menace. Elle avait entendu des menaces toute sa vie, mais parce que pour la première fois, en regardant dans les yeux de son fils, elle ne voyait plus son fils. Elle voyait Seamus. Elle voyait de son mari, l'homme qui, une fois sa décision prise, ne pouvait être ébranlé ni par le ciel ni par la terre. Colt s'est redressé, s'est retourné et est sorti sans regarder en arrière. Evelyn est restée seule dans le salon, le dossier éparpillé sur la table, sa main serrée sur la coudoir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Evelyn Brennan ne savait pas quel serait son prochain coup. Pendant que Colt déchirait des dossiers dans le salon d'Evelyn et que toute la famille Brennan sombrait dans le chaos, Bennett Cross était assis dans l'arrière-salle du restaurant italien sur Halsted Street. Il étudiait les dernières photographies que ses hommes lui avaient envoyées. Des photos d'Avery quittant la demeure Brennan naine à 7 heures les mardis, jeudis et samedis soirs. Même itinéraire, même rue, marchant seul vers la station de métro. Pas de garde du corps, pas de service de voiture, car elle suivait des cours du soir pour son diplôme d'enseignante. Et de toute évidence, Colt Brennan n'avait pas encore envisagé qu'elle pourrait avoir besoin de protection au-delà des murs de sa demeure. Bennett a plié les photographies. Mardi prochain, sur son chemin vers la station. Propre, rapide, sans laisser de traces. Mardi, 9h20 du soir, Avery est sorti du bâtiment du Community College sur Wabash, sac à dos sur l'épaule, un écouteur dans l'oreille. Son esprit était encore à moitié plongé dans le cours sur les méthodes d'éducation spécialisées qu'elle venait de suivre. La rue était calme, les lampadaires clignotaient en jaune,
Elle a tourné dans la ruelle de raccourci qu'elle avait prise des centaines de fois pour se rendre à la station. Et avant même d'avoir fait 10 pas, une camionnette blanche sans plaque a freiné à côté d'elle. La porte latérale a coulissé. Deux hommes vêtus de noir, le visage couvert par des masques, ont bougé plus vite qu'elle n'a pu crier. L'un a plaqué un chiffon humide sur sa bouche. L'autre l'a traîné dans la camionnette. La porte a claqué. La camionnette a démarré en trombe. 11 secondes. L'opération n'a duré que 11 secondes et la rue est retombée dans le silence, comme si rien ne s'était passé. Ils lui ont bandé les yeux, lui ont attaché les mains avec des attaches en plastique et n'ont pas dit un mot. La camionnette a roulé pendant environ 20 minutes, a tourné plusieurs fois, puis s'est arrêtée. Avery a entendu le grincement d'une porte en métal, a senti une odeur de vieille huile de machine, de béton humide, le goutte à goutte d'eau quelque part à proximité. Un entrepôt. Ils l'ont assise sur une chaise en métal, le froid traversant le tissu de son pantalon, puis sont partis. Silence. Avery était assise dans le noir derrière le bandeau, les mains liées derrière le dos, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Et elle a pensé à Maddie. Pas à elle-même, pas à la mort, mais au fait que si elle ne revenait pas, qui dirait à Maddie demain matin qu'elle n'était pas stupide? À 10h15, le téléphone de Colt a vibré. Numéro inconnu. Brennan. Ça fait longtemps, Colt. La voix de Bennett Cross. Lente, satisfaite. La voix d'un homme qui détient un as. Colt s'est redressé dans son bureau du 4e étage. Vincent, à côté de lui, a immédiatement remarqué le changement sur le visage de son patron. « Que veux-tu, Cross? »« J'ai la chose qui t'importe le plus. La fille, Avery Sinclair. Jolie, je dois l'admettre. Je vois pourquoi tu la gardes dans ta maison. » Silence. Colt ne respirait plus. Ou peut-être le faisait-il sans le savoir, car tout en lui venait de s'arrêter. « Si tu la veux en un seul morceau, viens au vieil entrepôt à l'angle de la 47e et d'Ashland. Seul. Dans une heure. » Bennett a raccroché. Colt a posé lentement le téléphone sur le bureau et à ce moment-là, il a réalisé deux choses à la fois. Premièrement, Bennett Cross savait qu'Avery comptait pour lui. Cela signifiait qu'Avery était surveillé depuis des semaines, juste sous son nez, et il ne le savait pas. Deuxièmement, et cela l'a frappé encore plus fort que la menace de Bennett, il était tombé amoureux d'Avery Sinclair sans s'en rendre compte. Il le savait parce que lorsqu'il a entendu Bennett prononcer son nom, ce qui a surgi dans sa poitrine n'était pas la colère d'un chef de la mafia dont l'orgueil avait été insulté. C'était de la peur pure, brute et absolue. Le genre de peur qu'il n'avait ressenti qu'une seule fois dans sa vie, la nuit où il avait vu la voiture de Francesca s'enflammer. Vincent appelle l'équipe, 10 hommes, encercler l'entrepôt à la 47e et Ashland, silence complet. « Patron, il a dit seul. Je ne reçois d'ordre de personne. 10h53. 3 bus noirs se sont arrêtés à 2 pâtés de maison de l'entrepôt. Vincent et 8 hommes se sont déplacés dans l'obscurité, encerclant les 4 côtés. Colt est entré par la porte d'entrée, seul, exactement comme Bennett l'avait exigé. Mais il savait que derrière lui, 10 armes étaient pointées sur chaque fenêtre et chaque sortie de l'entrepôt. Bennett se tenait au milieu de l'espace, sous la lumière jaune sale d'une seule ampoule suspendue, les mains jointes derrière le dos, 2 gardes du corps à ses côtés. Derrière lui, Avery était assise sur une chaise en métal, les yeux bandés, les mains liées, les épaules tremblantes. « Alors, j'ai toujours respecté ça chez toi, Colt. Laisse-la partir d'abord. Ensuite, nous parlerons des 3 districts que tu m'as pris, des 20 millions de dollars que tu me dois, des nouvelles règles. » Il n'y a pas de nouvelles règles. Laisse-la partir tout de suite. Bennett a ri, le rire confiant d'un homme qui pensait avoir l'avantage. Il s'est approché d'Avery et a posé une main sur son épaule. Avery a tressailli, et Colt a vu ça. Il a vu la main de Bennett sur l'épaule d'Avery. Il l'a vu reculer, et quelque chose en lui s'est brisé. Pas le genre de rupture qui fait s'effondrer un homme, mais le genre qui brise une chaîne et libère la bête. Le signal de Colt n'a été rien de plus qu'un léger hochement de tête. Tout s'est passé en moins de 15 secondes. La porte arrière s'est ouverte en grand. Vincent et l'équipe ont fait éruption. Les 2 gardes du corps de Bennett ont été neutralisés avant de pouvoir dégainer leurs armes. Bennett s'est retourné, le visage tordu de choc, et avant qu'il ne puisse parler, Colt était déjà devant lui.
Le premier coup de poing à la mâchoire. Bennett est tombé. Le deuxième aux côtes. Bennett s'est plié en deux. Colt s'est penché, l'a attrapé par le col, l'a relevé et a chuchoté d'une voix que seuls eux deux pouvaient entendre. Tu as touché à ce qui est à moi. C'était ta dernière erreur. Colt a laissé tomber Bennett sur le sol en béton comme un sac de déchets, puis s'est retourné et est allé vers Avery. Il a retiré le bandeau doucement, plus doucement qu'il n'avait jamais rien fait avec ses mains. Puis, il a coupé les attaches en plastique de ses poignets avec un couteau pliant. Avery a cligné des yeux dans la lumière jaune et a vu Colt accroupi devant elle. Et elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur son visage auparavant. De la peur. Pas la peur de Bennett. La peur de la perdre. Allons-y. Il l'a aidé à se relever. Et quand ses jambes ont flanché, il l'a soulevé dans ses bras. Avery s'est appuyé contre sa poitrine, son visage contre son épaule, et elle a senti ses mains trembler. Carlton Brennan, l'homme que tout Chicago craignait, tremblait parce qu'il la tenait. Sur le chemin du retour, Vincent conduisait tandis que Colt était assis à l'arrière à côté d'Avery. Le silence s'est étiré pendant un long moment. Avery tremblait encore, enveloppé dans la couverture que Vincent lui avait tendue, regardant droit devant elle. Puis elle a parlé, sa voix faible. « Pourquoi es-tu venu? » Colt n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé par la fenêtre, les lumières de la rue de Chicago défilant en traînées floues. Et cela a pris si longtemps qu'Avery a pensé qu'il ne répondrait pas du tout. Puis il a dit, bas et rauque, à peine plus qu'un souffle. « Parce que si je te perds, je perds tout. » Toi, pas Mademoiselle Sinclair, toi. Pour la première fois, Avery s'est tourné pour le regarder. Il n'a pas regardé en retour. Il a continué à fixer la fenêtre, la mâchoire serrée, les yeux rouges, et sa main reposait sur le siège entre eux, paume vers le haut, comme une invitation qu'il ne savait pas comment formuler à voix haute. Avery a posé sa main dans la sienne. Il a refermé ses doigts sur les siens, fermement, et aucun d'eux n'a dit un mot de plus pendant le reste du trajet. 3 jours après l'enlèvement, Avery n'avait toujours pas quitté sa chambre. Les ecchymoses sur ses poignets dus aux attaches en plastique étaient passés du violet au jaune-vert. Mais la blessure à l'intérieur d'elle ne l'avait pas fait. Elle dormait par fragments, se réveillant à 2 heures du matin à cause de la camionnette blanche, de l'odeur du chiffon humide, de l'obscurité derrière le bandeau. Maddie venait dans sa chambre chaque matin, portant un plateau de petit déjeuner qu'elle avait préparé elle-même dans la cuisine. Des œufs légèrement brûlés, du pain grillé inégalement doré, du jus d'orange versé si plein qu'il débordait presque du bord. Mais chaque plateau était accompagné d'un petit dessin glissé à côté. Avery et Maddie assises dans le jardin, eux trois debout dans l'embrasure de la porte. Une maison avec de la fumée s'élevant de la cheminée. Des dessins de famille, du genre que Maddie n'avait jamais fait avant l'arrivée d'Avery. Mercredi soir, Colt a frappé à la porte d'Avery. Il a apporté une tasse de thé chaud, l'a posée sur la table de chevet, puis s'est assis sur la chaise près de la fenêtre. La lumière de la rue filtrait à travers les rideaux, illuminant une moitié de son visage tandis que l'autre restait dans l'ombre. Et Avery a pensé que c'était l'image la plus précise de Colt Brennan qu'elle ait jamais vue. Moitié lumière, moitié obscurité, toujours debout à la frontière entre les deux. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est? À propos de Bennett Cross. Avery s'est redressé dans son lit et a ramené la couverture sur sa poitrine. Bennett ne t'a pas enlevé juste pour négocier un territoire avec moi. Il t'a pris parce qu'il voulait se venger. Se venger de quoi? Silence. Colt a regardé par la fenêtre, la mâchoire serrée, puis a parlé de la voix la plus basse qu'Avery ait jamais entendue de lui. Il y a 5 ans, la voiture de Francesca a explosé alors qu'elle emmenait Maddie à l'école. Une bombe sous le châssis. Francesca est morte sur le coup. Maddie était sur la banquette arrière. Elle a survécu parce que l'explosion était concentrée à l'avant, mais la force l'a projetée assez fort pour lui laisser un traumatisme crânien. Elle est restée inconsciente pendant 3 jours en soins intensifs. Avery a couvert sa bouche. Je ne savais pas qui avait posé la bombe. Pendant 5 ans, j'ai cherché et n'ai rien trouvé. Jusqu'à cette nuit dans l'entrepôt, quand Bennett m'a dit « Tu me dois 20 millions de dollars et une femme », il a ri en le disant. La voix de Colt s'est brisée sur le dernier mot, juste une petite fracture. Mais Avery l'a entendu et elle a su que c'était la fracture qu'il avait cachée pendant 5 ans.
Bennett Cross a tué Francesca, et Maddie était dans cette voiture. Mon Dieu, Maddie. Elle ne se souvient pas de l'explosion, mais son corps s'en souvient. Stress post-traumatique, cauchemar, difficulté de concentration, peur des bruits forts, incapacité à faire confiance à qui que ce soit. Pendant 5 ans, j'ai pensé qu'elle ne faisait que pleurer sa mère. Je ne savais pas que c'était si profond. Elle a besoin de voir un psychologue spécialisé en traumatisme. Je sais, j'ai déjà pris contact. Mais Avery, ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Maddie n'est pas seulement dyslexique. Elle souffre à la fois de dyslexie congénitale et d'un traumatisme psychologique non traité. Et toi, en 2 mois, sans rien savoir du stress post-traumatique, tu as quand même fait ce qu'une équipe entière de médecins et les tuteurs les plus chers de Chicago n'ont pas pu faire. Tu lui as redonné confiance. Silence, Avery a baissé les yeux sur ses mains, sur les ecchymoses qui s'estompaient sur ses poignets, puis a de nouveau levé les yeux vers Colt. Colt, je dois te dire quelque chose. Dis-moi. Je dois partir. Colt n'a pas réagi tout de suite. Il est resté immobile, mais Avery a vu ses doigts se crisper en un point contre son genou. J'apporte le danger à Maddie. Bennett m'a prise parce que je compte pour toi. Et cela signifie que n'importe lequel de tes ennemis viendra me chercher pour t'atteindre. Je suis la faiblesse, Colt. Et Maddie ne peut pas survivre à une autre perte. Tu n'es pas une faiblesse. Tu sais que j'ai raison. Tu n'es pas d'une faiblesse. Colt l'a répété, puis s'est levé, a traversé la pièce et, pour la première fois, s'est assis à côté d'elle sur le bord du lit, assez près pour qu'Avery sente la chaleur émanant de son corps. Tu es la seule force qu'il me reste. Colt, écoute-moi. Pendant 5 ans, j'ai vécu comme un cadavre. J'ai dirigé l'Empire. J'ai fait de l'argent. J'ai détruit des ennemis. Mais je suis mort la nuit où Francesca est morte. Je rentrais tous les soirs et cette maison était un tombeau. Puis tu es arrivé. Il l'a regardé et Avery a vu dans ses yeux, habituellement froids comme l'acier, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une nudité totale, sans défense, sans contrôle, sans masque de chef de la mafia. Je t'aime, Avery. J'aime ton intelligence. J'aime ton courage. J'aime la façon dont tu aimes ma fille comme si c'était ton propre enfant. J'aime la façon dont tu me regardes sans peur, parce que le monde entier a peur de moi et toi non. Et tu ne sais pas à quel point c'est précieux. Avery a fermé les yeux. Des larmes ont coulé, même si elle ne le voulait pas. Colt, les gens diront que je suis sorti de la buanderie, que la nounou a couché avec le patron, que la fille du sud de la ville a séduit un roi de la mafia. Quiconque dira ça devra me répondre. La façon dont il l'a dit, calme, doux, posé mais sans ciller, a fait comprendre à Avery qu'il le pensait de la manière la plus littérale possible. Et au lieu de l'effrayer, cela l'a fait se sentir en sécurité. Vraiment en sécurité pour la première fois depuis la mort de Lucas. Mais ton monde est dangereux, je n'y ai pas ma place. Ta place est là où tu es aimé, et c'est ici. Avery a ouvert la bouche pour en dire plus, mais le bruit de petits pas dans le couloir les a fait se retourner tous les deux. La porte s'est entr'ouverte. Maddie se tenait là en pyjama, les boucles emmêlées, les yeux rouges, ayant clairement entendu assez. Avery, tu pars vraiment? Maddie, j'ai tout entendu. Tu as dit que tu étais une faiblesse. Tu as dit que tu devais partir. La fillette est entrée dans la pièce, les larmes coulant maintenant, la voix tremblante, mais chaque mot clair. Tu es la seule mère que j'ai. Ma vraie maman est morte. Mamie ne me serre jamais dans ses bras. Papa m'aime, mais ne sait pas comment le dire. Tu es la seule personne qui me serre dans ses bras. La seule personne qui me dit que je suis intelligente. La seule personne qui s'est assise sur le sol de la buanderie et m'a appris à écrire des lettres. Ne me quitte pas. Maddie a couru vers Avery et a enroulé ses petits bras autour de sa taille, enfouissant son visage contre le ventre d'Avery, pleurant si fort qu'aucun son ne sortait. Avery l'a serré en retour, des larmes tombant dans les cheveux de la fillette, et a levé les yeux vers Colt, debout à côté du lit, la mâchoire serrée, les yeux rouges, les 2 poings serrés à ses côtés comme s'il se retenait de faire quelque chose. Puis il s'est avancé. Il a posé une main sur le dos de Maddie, une main sur l'épaule d'Avery, et pour la première fois en 5 ans, Colt Brennan les a tenus toutes les deux en même temps. Il n'a rien dit, il les a juste tenus. Ils sont restés là tous les 3 dans la chambre du 2e étage, au milieu de la nuit, à l'intérieur de la demeure blindée d'un chef de la mafia.
Et le moment était si fragile et si beau qu'aucun d'eux n'osait respirer trop fort de peur de le briser. Je reste. Avery l'a dit d'une voix étranglée. Mais nous devons être forts. Un Brennan est toujours fort, a dit Colt. Et maintenant, tu es une Brennan aussi. Le lendemain matin, Colt s'est rendu seul chez Evelyn. Pas de Vincent, pas de garde du corps. Il s'est assis en face de sa mère dans le salon, la tasse de thé toujours à sa place habituelle. Le tailleur Chanel en tweed toujours parfait. Tout était exactement pareil, sauf le regard dans les yeux de son fils. Tu as deux choix. Accepter Avery et rester la grand-mère de Maddie. Rester dans la vie de ta petite fille, dans cette famille, dans tout. Ou continuer à mener cette guerre et nous perdre tous les deux, moi et Maddie, pour toujours. Tu me forces la main. Je te donne un choix que tu n'as jamais donné à personne. Evelyn a regardé son fils. Elle a cherché sur son visage une hésitation, une fissure dans laquelle elle pourrait se glisser comme elle s'était glissée dans toutes les faiblesses toute sa vie. Elle n'en a trouvé aucune. Ce qu'elle a trouvé, c'est le regard de Seamus Brennan, le regard de son mari, l'homme qui, il y a 40 ans, l'avait regardé exactement de cette façon en disant « J'ai décidé ». Et une fois que Seamus avait décidé, ni le ciel ni la terre ne pouvaient le faire changer d'avis. Evelyn a baissé les yeux sur son thé, puis les a relevés. Ses yeux étaient humides, du genre d'humidité qu'elle n'avait permis à personne de voir depuis 15 ans. « Tu ressembles tellement à ton père. » Elle s'est levée, lui a tourné le dos et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant le jardin sans rien dire de plus. Colt a compris. Ce n'étaient pas des excuses. Evelyn Brennan ne s'excusait pas. Mais c'était une reddition. Et de la part d'une femme comme elle, une reddition était plus rare que des excuses. 6 mois plus tard, Avery Sinclair se tenait sur la scène de l'auditorium du Chicago Community College en toge de graduation noire. Son chapeau carré était légèrement de travers car elle n'avait pas l'habitude de le porter. Elle tenait le diplôme de licence en éducation qu'il lui avait fallu 10 ans de sa vie pour enfin obtenir. Au premier rang, Colt Brennan était assis dans un costume 3 pièces noires homme, le dos droit, le visage illisible comme toujours. Mais lorsque le nom d'Avery Sinclair a été appelé et qu'elle s'est avancée pour recevoir son diplôme, il a applaudi. Et Vincent, assis à côté de lui, et juré que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait son patron applaudir pour quelqu'un. À côté de Colt, Maddie a sauté sur ses pieds, applaudissant au-dessus de sa tête, criant « Avery !» à travers l'auditorium bondé sans se soucier de qui la regardait. La fillette de 12 ans qui, 6 mois plus tôt, pleurait chaque matin de peur d'aller à l'école, se tenait là, ses boucles soigneusement attachées, ses yeux verts pétillants, souriant si largement que toute la rangée s'est tournée pour la regarder. 2 semaines plus tard, c'est Maddie elle-même qui se tenait sur une scène. La cérémonie de fin d'année de l'Académie Ashford. La grande salle était décorée des bannières bleues et blanches de l'école. 400 parents et élèves étaient assis en dessous. Richard Ashford s'est approché du podium, a ajusté le microphone, puis a dit « Le prix de l'élève ayant le plus progressé de l'année est décerné à Madeleine Brennan. » Des applaudissements ont éclaté. Maddie s'est dirigée vers le podium. Le discours dans ses mains tremblait légèrement. Mais quand elle a baissé les yeux sur le premier rang et a vu Avery hocher la tête, elle a pris une inspiration et a commencé. L'année dernière, j'étais la pire élève de cette école. Des zéros, que des F. Les gens pensaient que j'étais paresseuse. Les professeurs pensaient que je ne faisais pas d'efforts. Je pensais que j'étais stupide, moi aussi. La salle est devenue silencieuse. Mais je ne suis pas stupide. Je suis dyslexique. Quand je regarde les livres, les lettres ne tiennent pas en place. Elles se tordent, elles sautent, elles échangent leur place. Je vois B comme D. Je lis 36 en 63. Pendant toute mon enfance, personne ne le savait. Non pas parce que personne ne regardait, mais parce que personne ne regardait de la bonne manière. Maddie a fait une pause et a regardé Avery. Puis quelqu'un est venu. Elle n'avait pas de diplôme. Elle n'était pas riche. Elle ne venait pas du genre d'endroit que les gens ici pensent important. Mais elle a été la première personne à me voir. À vraiment me voir, et pas mes notes ou mon nom de famille, mais l'enfant qui pleurait à l'aide et que personne ne pouvait entendre. Elle m'a appris que je ne suis pas anormal, juste différente.
Et être différent, ce n'est pas mal. Une mère au troisième rang a levé une main vers ses yeux. Une professeure à côté d'elle s'est mordu la lèvre. Richard Ashford se tenait sur le côté de la scène, regardant le sol. Si vous connaissez quelqu'un qui pense être stupide, qui pense être anormal, qui veut abandonner, dites-lui ce qu'Avery m'a dit. Tu n'es pas bête. Tu n'as juste pas encore trouvé la façon dont tu apprends le mieux. Parfois, tout ce dont un enfant a besoin, ce n'est pas une école d'élite ou un tuteur coûteux. Parfois, tout ce dont il a besoin, c'est d'une seule personne qui croit qu'il compte. Merci. Les applaudissements ont éclaté dans la salle. Avery a pleuré ouvertement. Elle ne l'a pas caché, elle ne l'a pas essuyé. Elle a juste laissé les larmes couler. Colt était assis à côté d'elle, son bras reposant sur le dossier de la chaise d'Avery. Et il n'a pas pleuré, parce que Colt Brennan ne pleurait pas. Mais il a dégluti difficilement 2 fois et a regardé sa fille sur la scène avec une lumière dans les yeux qu'il avait cru éteinte pour toujours 5 ans plus tôt. Le programme d'éducation spécialisée qu'Avery a mis en place à l'Académie Ashford a commencé à fonctionner au semestre d'automne. 32 élèves ont été dépistés et se sont avérés avoir des styles d'apprentissage différents, et 11 d'entre eux ont été diagnostiqués dyslexiques pour la première fois. Des enfants qui, tout comme Maddie avant eux, avaient été traités de paresseux, de stupides, de démotivés. Avery a formé des enseignants aux méthodes multisensorielles, a développé du matériel d'apprentissage par le biais d'images, d'histoires et de pratiques concrètes. Les mêmes méthodes qu'elle avait autrefois utilisées pour enseigner à Maddie dans la buanderie du sous-sol. Sauf que maintenant, elles étaient utilisées dans de vraies salles de classe avec de vrais enfants qui attendaient que quelqu'un les voie vraiment. Colt Brennan était toujours Colt Brennan. Il dirigeait toujours la moitié de Chicago depuis le 4e étage. Vincent ouvrait toujours la porte de l'escalade chaque matin. L'Empire fonctionnait toujours, froid, précis, impitoyable. Mais chaque soir, à 7 heures précises, il rentrait chez lui. Non pas parce que le travail était terminé, mais parce qu'il y avait quelque chose qui l'attendait maintenant, qui comptait plus que toutes les réunions, toutes les affaires, tous les territoires. Il s'asseyait à la table du dîner et écoutait Maddie parler de son dernier dessin, de sa nouvelle amie, de la note de contrôle qu'elle lui montrait à 2 mains. Il regardait Avery assise en face de lui, souriant à la fillette, glissant des mèches de cheveux rebelles derrière l'oreille de Maddie. Et parfois, ses yeux croisaient les siens à travers la table, et aucun d'eux n'avait besoin de dire un mot. Bennett Cross a disparu de Chicago. Personne ne l'a retrouvé. Personne n'a posé de questions. Dans le monde de la pègre, quand un homme disparaissait après avoir touché à ce qui comptait le plus pour Colt Brennan, tout le monde comprenait. Et personne n'était assez stupide pour poser une autre question. Evelyn Brennan venait dîner à la demeure le premier dimanche de chaque mois. Elle s'asseyait en face d'Avery, pas chaleureuse, mais plus hostile. Et quand Maddie accourait pour montrer un nouveau dessin, Evelyn mettait ses lunettes, l'étudiait attentivement, puis disait « Tu dessines mieux que ton grand-père ne le faisait. » C'était le plus grand compliment qu'Evelyn Brennan ait jamais fait à quelqu'un. Un soir, après que Maddie soit allée se coucher, Avery a traversé le salon et s'est arrêté. Sur le mur au-dessus de la cheminée, un endroit qui avait été autrefois vide et nu, il y avait maintenant une photo encadrée. Maddie avait dessiné 3 personnes. Un homme grand et large d'épaules aux cheveux noirs, une femme aux cheveux châtains clairs souriantes, et une fillette aux cheveux bouclés se tenant entre eux, leur tenant les 2 mains. Sous le dessin, dans l'écriture inégale mais reconnaissable d'une enfant dyslexique, chaque mot clair, chaque mot correct, chaque mot magnifique se trouvaient les mots « La famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui restent quand tout s'effondre. » Ivory a touché le bord du cadre. Elle est restée là longtemps, regardant la maison qui, 9 mois plus tôt, avait été aussi froide qu'un hôtel et qui portait maintenant le rire de Maddie flottant depuis l'étage, l'odeur de thé chaud de la cuisine, son manteau accroché à côté de la veste de costume de Colt dans le placard de l'entrée, les chaussures sales de Maddie oubliées dans le coin près de l'escalier. La demeure blindée du chef de la mafia était enfin devenue un foyer. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle que parfois, les héros ne portent pas de cape. Ils portent de vieux t-shirts et des sacs à dos usés. Que chaque enfant est intelligent à sa manière et que tout ce dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui est prêt à regarder de la bonne façon. Que la famille, ce ne sont pas toujours les gens qui partagent votre sang, mais les gens qui restent quand tout s'effondre.
Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous à notre chaîne pour écouter plus d'histoires inspirantes et profondes chaque jour. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Avery dans votre vie? Quelqu'un qui a cru en vous quand le monde entier doutait de vous? Ou avez-vous déjà été quelqu'un comme MD, pensant que vous n'étiez pas assez bien jusqu'à ce que quelqu'un vous montre que vous étiez spécial à votre manière? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous sommes toujours à l'écoute. Et chaque commentaire que vous laissez est une puissante source d'encouragement. Cela nous aide à continuer de vous proposer des histoires qui touchent vraiment les émotions. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles et bénis. Au revoir et à la prochaine vidéo.